Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Rebondissement en Belgique sur l'accord commercial entre l'Union européenne et le Canada. Les Wallons ont finalement trouvé une position commune avec les autres régions et communautés linguistiques. L'accord pourrait être signé prochainement, a affirmé le Premier ministre belge Charles Michel. Alors comment une région de 3,5 millions d'habitants a-t-elle failli faire capoter le processus? Et après 7 ans de négociations, quelle est la prochaine étape pour le CETA? En France, baisse significative du nombre de chômeurs. Au mois de septembre, 67 000 de moins pour les catégories A, selon Pôle emploi. Ainsi se confirme une tendance installée depuis le début de l'année, a affirmé la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Alors, la courbe du chômage va-t-elle s'inverser ? Enfin, la parité au travail, oui, mais dans 170 ans. C'est le résultat du rapport du Forum économique mondial. Le fossé entre les hommes et les femmes dans le milieu professionnel est plus élevé que jamais depuis 2008. À l'échelle mondiale, les femmes gagnent en moyenne un peu plus de la moitié seulement du salaire que peuvent percevoir les hommes. Et on en parle tout de suite avec mes invités. Emmanuel Morel est avec nous. Bonjour. Député européen du Parti socialiste. Gaspard Koenig, bonjour. Bonjour. Président du think tank libéral Génération Libre, également auteur, c'est un livre qui sort prochainement, au mois de novembre, je crois, chez Plomb. Les aventuriers de la liberté, sont vos chroniques du Point que vous avez compilées dans un livre. Éric Heyer, bonjour, directeur à l'OFCE. Vous le savez, il y a eu donc ce fameux volte-face en Belgique sur l'accord commercial entre l'Union européenne et le Canada. Les Wallons ont finalement trouvé une position commune avec les autres régions et communautés linguistiques du pays. Le refus de la Wallonie avait entraîné l'annulation du sommet de l'Union européenne et du Canada à Bruxelles. Alors qu'ont obtenu finalement les Wallons? Comment une région de 3,5 millions d'habitants a-t-elle failli faire capoter le processus? L'Europe doit-elle revoir sa copie? Quelques réactions et on en débat ensuite. J'ai le plaisir que vous annoncez que le comité de concertation vient de conclure un accord sur les textes qui traduisent la proposition belge. Ce qu'on a pu obtenir ici est important non seulement pour les Wallons, mais pour l'ensemble des Européens. C'est vraiment une question fondamentale, la question de savoir de quel monde voulons-nous. Est-ce qu'on veut un monde avec des règles ou un monde sans règles? Nous voulons réguler ce marché, nous voulons pouvoir protéger les citoyens. C'est pour ça que nous nous sommes battus et je crois que ça en valait la peine puisque nous avons été entendus. Optimisme prudent. On espère vraiment que ça va fonctionner pour les consommateurs européens et canadiens, pour nos investisseurs, pour nos travailleurs, pour l'Europe, pour montrer que l'Europe peut aller de l'avant. Celui-ci est un bon traité. Quand il y a un bon traité avec un pays comme le Canada, avec qui nous partageons notamment des valeurs de progrès, qui protège nos services publics et nos travailleurs, il faut s'engager. Et pour cela, il faut évidemment que tous les États membres le ratifient. Pour moi, les Américains et les Canadiens sont des économistes avant tout. Et nous n'avons pas la carrure pour faire face à eux. Donc nous allons nous faire boulotter. Nous allons vous faire boulotter. C'est vrai que Est-ce que vous avez été surpris du déblocage de la situation ? On s'attendait quand même à ce que l'Europe fasse pression sur les Wallons, ce qui visiblement a été fait. Mais ça s'est accompagné... obtenu des concessions, c'était sur le tribunal, beaucoup autour de cette question de l'arbitrage. Ça, je veux bien des tribunaux. Je veux bien qu'on en parle de l'arbitrage, parce qu'il y a quand même beaucoup de mythes qui circulent sur cette pratique, qui est une pratique bien bordée en droit. Et je rappelle d'ailleurs que parmi les pays européens, il y a 1200 accords qui impliquent l'existence avec les États d'un tel tribunal d'arbitrage. C'est-à-dire les multinationales peuvent attaquer les États via des tribunaux. 1200. On a déjà 1200 en Europe, donc c'est une pratique. Et là, avec le CETA, on crée un tribunal qui permet aux multinationales d'attaquer les États. Voilà. Oui, c'est cet aspect-là, en tout cas, que les Wallons voulaient remettre en question. Oui, donc ce tribunal va un peu plus loin que... est une procédure légèrement différente de l'arbitrage, mais ce que je veux dire, c'est que tout d'un coup, l'opinion publique s'empare de sujets qui sont en fait hyper classiques, hyper bordés, hyper normés et régulés. C'est anormal que l'opinion publique dans ces conditions, s'intéresse à un accord qui va tout de même changer leur mode de vie. Vous savez quoi, dans ces conditions, je trouve que oui. Parce que j'ai été frappé après l'opposition du ministre-président de Wallonie, que tout d'un coup ce sujet enflamme les esprits alors que personne jusqu'à présent n'avait entendu parler du CETA, et que tout d'un coup tout le monde se trouve contre. Et on a vu apparaître, j'ai pas vu tellement de manifestations pour le libre-échange. C'est devenu un symbole contre le libre-échange. Et moi j'ai envie, et tout le monde, et c'est vrai que la tendance de fond des protestataires aujourd'hui, c'est d'être contre le libre-échange. Moi j'ai envie d'être pour le libre-échange, j'ai envie de manifester pour le libre-échange. J'ai envie de rappeler que Victor Hugo, en 1849, parlait des deux grands blocs, le bloc des États-Unis, du Canada et le bloc de l'Europe, qui pourraient se tendre la main par-delà l'Atlantique et mettre en commun leur génie, leur commerce,
leur industrie, leurs biens, leurs services. C'est ça qu'il disait déjà. À Et condition le qu'ils libre-échange soient a égaux. toujours été un moyen de lutter contre les rentes, contre les positions installées, contre l'immobilisme, et de permettre aux consommateurs de faire les choix qui lui conviennent le mieux, au pays d'échanger, au commerce de prospérer, aux avantages Le CETA, vous y comparatifs, croyez, hein. aux avantages 12 milliards comparatifs d'euros d'être par an efficient. De Et PIB en plus, pour l'Union européenne, dit la Commission. quand on regarde ce genre d'accord de libre-échange, maintenant on n'est plus tellement sur la baisse des tarifs douaniers, on est, contrairement à ce que disait le ministre-président, sur l'harmonisation des normes. Donc en fait, ce sont des traités qui régulent, ce sont des traités de règles. C'est tout sauf la dérégulation, c'est au contraire des règles, soit de reconnaissance mutuelle, soit d'harmonisation des normes. Si on prend, c'est un exemple adjacent, mais si on prend le TTIP par exemple, vous avez dans Le TTIP, c'est l'autre traité, il faut l'autre, expliquer, mais c'est le enfin, ils traité sont assez- atlantique. Il Voilà. va encore plus loin, me semble-t-il. Et celui-là, la France commence à s'y opposer. Un certain nombre de pays Voilà. d'Europe commencent à s'y opposer, hein. Mais comme on nous C'est pas le bassine cas pour le avec CETA. des exemples faux, comme le bœuf aux hormones ou les OGM qui sont traités dans le cadre de l'OMC depuis 20 ans, moi j'aimerais prendre un autre exemple qui est celui de l'huître. Un exemple parlant. Vous avez deux procédures différentes des deux côtés de l'Atlantique pour vérifier si l'huître est saine. L'une où on introduit une seringue dans l'huître et l'autre où on plonge l'huître dans une sorte de bain qui permet de voir si elle a des maladies ou non. Bon, eh bien aujourd'hui, les exportateurs d'huîtres, nos exportateurs français, sont obligés de passer les deux batteries de tests en Europe et aux États-Unis et au Canada. Que font le TTIP ou le CETA? Ils permettent d'harmoniser ou de reconnaître mutuellement, avec des procédures scientifiques, les tests en disant maintenant vous ne Alors, passerez est-ce que plus cette qu'un test. harmonisation est toujours Ça ne me paraît pas, vers le mieux. outrageant. Emmanuel Morel? Oui, je ne suis pas sûr qu'il faille convoquer les mannes de Victor Hugo, laissant Victor Hugo là où il est. Pourquoi pas Pourquoi ce sujet tout d'un coup? Parce que... On a traité en il y a- peu de temps en plus, hein. Hein? On a peu de temps, hein, pour le traiter. Oui, non, mais tout simplement parce que la Commission européenne a fait une grave erreur, mais ça date pas d'aujourd'hui, hein. C'est que la plupart des traités de libre-échange importants, de nouvelle génération, TTIP, CETA, et demain un accord général sur les services qui s'appelle le TISA, sont négociés dans une opacité la plus totale. Donc vous voulez C'est-à-dire que- remettre en cause cette opacité. D'ailleurs, nous, les députés européens, qui sommes appelés à ratifier ou non les accords de libre-échange, nous n'étions pas invités même à superviser la négociation. Et les quelques informations que nous avions, c'était soit par Wikileaks, soit dans des conditions abracadabrantesques, c'est-à-dire qu'il fallait se rendre dans une Donc il salle faudrait de lecture associer le sécurisée. Parlement européen de Mais manière plus conséquente. associer les élus et les citoyens, moi je pense que justement la modernité, moi je ne suis pas contre le libre-échange en soi, ça dépend, un accord il est bon ou mauvais, je fais ça toute la journée dans le cadre de la Commission Commerce International, on regarde quels sont les risques, quelles sont les opportunités pour l'Europe, et on avise, mais le mieux c'est d'associer les gens qui sont concernés à la négociation des accords. Sur le CETA par exemple, je prends cet exemple précis, quand la Commission donc a négocié sans que quiconque ait été associé. Ce qu'elle a toujours fait, quelque part. Ce qu'elle a toujours fait, mais le problème, c'est qu'on a changé de monde. Justine Trudeau, là, qu'on voit à l'image, qui passe son temps à dire parce qu'on est en 2016. Parce qu'on est en 2016, justement, les choses ont changé. Et de ce point de vue-là, que ce soit sur le CETA ou le TISA, qui va venir, qui sera un gros sujet, le mieux, c'est la transparence. Ensuite, sur le CETA, moi, j'ai lu le texte, comme vous tous, et je vois bien à la fois les opportunités pour l'Union européenne, il y en a, c'est incontestable. Le fait que le Canada reconnaisse les indications géographiques, c'est bon pour les produits européens. Voilà, ce que font pas les Américains. Le fait qu'ils ouvrent une partie de leur marché public, une partie seulement pour les entreprises européennes, ça c'est bien. Mais il y a aussi des risques. Première chose déjà, une question fondamentale, c'est la question des gains économiques. Aujourd'hui, l'étude la plus optimiste, celle de la Commission, elle dit à horizon de 10 ans, c'est 0,03% de PIB. J'avais vu 12 milliards d'euros par an de PIB. Ça revient à peu près pareil. Deuxième chose, c'est quand même une logique de libéralisation absolue. Or, sur certains secteurs, prenons l'agriculture, je ne sais pas si l'Europe, qui est confrontée à une grave crise aujourd'hui, en a forcément besoin. Quand on voit, c'est à peu près... Ou des clauses peut-être, justement, qui préservent... Clauses que Paul Magnette et les Wallons ont su arracher. Il y a une clause de sauvegarde pour l'agriculture belge, il n'y en a pas pour l'agriculture française. C'est pour ça que... Il y a un bémol sur l'agriculture française. Bien sûr, il y a un problème. Et puis, sur les services aussi, on n'est pas au bout, à mon avis, du débat, notamment sur la question des services financiers. Et enfin, dernier point, moi qui m'a inquiété quand j'ai
cellule CETA, c'est quand même l'absence totale de référence à ce qui devrait être, en tout cas pour nous les Français, surtout suite à l'accord de Paris, quelque chose de fondamental, c'est les questions environnementales. Or, on sait bien, et là c'est très important, on sait bien que la Commission européenne, sur certains points, elle a lâché parce qu'on était en train de négocier. Elle a lâché notamment sur le seuil pour les hydrocarbures, elle a lâché aussi sur le seuil pour les perturbateurs endocriniens parce qu'elle ne voulait pas gêner la négociation avec les États-Unis. Donc le problème, vous avez raison, il n'y aura pas de bœuf aux hormones, parce que ça, de toute façon, c'est contraire à la législation européenne. Mais il y a des angles morts, il y a plein de normes, en effet, phytosanitaires et sanitaires, qui ne sont pas précises et qui sont laissées à la libre appréciation, je finis par là, de comités mixtes, qui sont des comités de coopération réglementaire, mais sur laquelle nous, les élus et les citoyens, n'ont pas le droit de regard. Donc elle ne négocie peut-être pas suffisamment, bien la sûr, Commission. Et il y a quand même un problème. Quand même vous disiez un mot, parce que dans cette première non, mais partie... juste un mot, parce que par ailleurs, je suis quand même assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que globalement, il y a un problème de forme. C'est-à-dire qu'effectivement, l'opacité, ça aide pas, surtout dans un contexte où aujourd'hui, la mondialisation est un peu vue comme... Vous voyez, en même temps, ils vont vous dire à la Commission, on représente 28 pays, il faut avancer, il faut négocier. Il y en a déjà eu si vous lisez les dernières études du FMI, il nous explique que quand même la mondialisation a fait beaucoup de perdants aussi. Et donc dans ce contexte-là, où finalement il y a des gagnants et des perdants, mais aussi beaucoup de perdants et les inégalités sont croissantes à cause de la mondialisation, le fait de négocier ça en toute opacité, ça... augmente nos inquiétudes. Ensuite, ça a été dit, effectivement, c'est plus sur les tarifs douaniers, ça c'était assez simple, c'est sur les normes. Or, les normes, de temps en temps, on se demande comment on peut avoir un entre-deux. C'est-à-dire que globalement, sur le principe de précaution, vous voyez, le Canada en veut pas, nous on en fait. Vous voyez, dans les automobiles, admettons, ici en Europe, d'abord on fait les tests, quand le régulateur nous donne l'autorisation, on met la voiture sur le marché. Oui, mais à la limite, on pourrait négocier un mieux pour tout le monde. Termine. Non, parce que comment on fait aux États-Unis, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on met d'abord sur le marché, et puis s'il y a un problème, on va en justice. L'entre-deux n'existe pas de ce point de vue-là. Et donc, effectivement... C'est pour ça qu'ils ont les voitures autonomes. Mais oui, mais puisque vous voyez qu'on n'est pas sur les tarifs douaniers, puisqu'on est sur des normes, les normes, on a beaucoup de mal à choisir entre les deux, et donc c'est pour ça qu'il faut un peu plus de transparence. Un peu plus de transparence, vous êtes d'accord tous les trois en tout cas là-dessus. La première partie de cette émission s'achève. On se retrouve juste après le journal. Vous restez avec nous.